Bienvenue à tous pour ce webinaire WeMake sur le projet ASAP, donc porté par le laboratoire Léa, par Caroline Braud, qui va nous présenter son projet et ses résultats. Donc le webinaire sera d'environ d'une durée d'1 heure, avec une première phase de présentation et puis un espace-temps pour pouvoir poser des questions. Donc vous pourrez interagir sur Zoom pendant le webinaire. Donc, on a un webinaire, ça veut dire que vous n'avez pas de caméra ni de micro, mais par contre, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'outil questions et réponses, donc Q&R, en bas de l'écran. Donc, ça va nous permettre de relayer vos questions à Caroline. Nous traiterons ce que nous pouvons dans le temps imparti. Et puis, pour information, ce webinaire est donc enregistré et il sera diffusé par la suite sur notre chaîne YouTube WeMake, où vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires depuis que nous avons lancé ces outils donc sur notre chaîne. Vous pouvez vous y référer, retrouver que ce soit des projets de recherche et ses résultats, ou encore présentation des appels à projets que l'on peut piloter, et une présentation aussi générale sur la communauté WeMake et son écosystème. Donc aujourd'hui, on est réunis pour le projet ASAP, donc porté par l'ELEA, aux côtés du CSTB de Méragité et du LS2N. Juste une brève introduction donc, sur ce projet. Après, je laisserai la parole à Caroline, qui propose le développement d'une série donc, de systèmes add-on, donc de modules complémentaires robustes et simples, qui peut être composé soit de capteurs Epinons ou de pression sans fil, ainsi que d'actionneurs fluidiques de type jet pulsé. Et ce, dans l'objectif d'adapter dynamiquement l'aérodynamique des pales d'éoliennes, donc, et qui peut donc conduire aussi à une diminution des charges. Mais je pense que Caroline va nous en dire plus, et je veux bien, s'il te plaît, que tu peux partager ta présentation et te présenter. Donc, bonjour, Caroline Braud, chargée de recherche au CNRS au Léa. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui est focalisé sur les actionneurs et capteurs aérodynamiques locaux sur les pales sous forme de add-on, ça veut dire qu'on peut installer sur les pales en fonctionnement, en forme de rétrofitting. Je vais d'abord vous expliquer brièvement pourquoi des capteurs actionneurs aérodynamiques locaux, les objectifs de ASAP, les résultats et les perspectives. L'aérodynamique, pourquoi l'aérodynamique sur les pales? Parce que c'est quelque chose qui est peu connu, qui est, même avec les outils actuels, difficile à accéder. Pour les simulations numériques, la difficulté, c'est les échelles à la fois larges de l'atmosphère et très proches, très petites, très proches parois de la pale, qui sont nécessaires pour simuler les instationnalités 3D sur la pale, un coût de calcul prohibitif. Les expériences en soufflerie, la difficulté, c'est de mettre ces engins dans les veines d'essai. À l'échelle 1, sur n'importe quelle soufflerie au monde, c'est pas possible. Donc, il faut faire des échelles réduites qui induisent des compromis, et notamment mettre un rotor en soufflerie induit que les pales sont à un nombre de Reynolds faible comparé à la réalité. Des expériences sur site, c'est aussi des choses compliquées à mettre en œuvre. Typiquement, sur les pales en soufflerie, on va faire des orifices pour mesurer la pression. On va pas faire ça sur les pales en vrai. Donc, il faut faire des add-ons. Ensuite, il suffit pas pour comprendre un peu l'aérodynamique instationnaire, il suffit pas de mettre des capteurs, il faut savoir une bonne connaissance du vent et du fonctionnement de la turbine. Tout ça, c'est coûteux et assez prohibitif. Alors que finalement, connaître l'aérodynamique de la pale, ça nous permettrait d'extraire une énergie un peu plus optimale, de manière un peu plus optimale, puisque finalement, la puissance ici que je montre est fonction de la finesse de la pale et finalement du fonctionnement dans l'atmosphère. Si c'est un fonctionnement dégradé, on aura une extraction dégradée de l'énergie. Également sur la structure, surtout sur les efforts qui sont perpendiculaires
au plan de la pale. Ces efforts-là sont pilotés par l'atmosphère et son interaction avec l'aérodynamique. Donc, avoir une idée des charges aérodynamiques, ou en tout cas des phénomènes aérodynamiques qui se produisent, qui font fluctuer les efforts, permettrait d'éviter de se placer dans cette position ou alors d'essayer de développer des stratégies de contrôle. Il y a également le bruit qui est principalement une source aérodynamique sur les éoliennes, avec notamment la transition de la couche humide laminaire turbulente ou alors le décollement de la couche humide sur le bord de fuite, avec le poids de décollement qui va se balader avec l'atmosphère, ou alors les tourbillons marginaux, tout ça qui va... Lorsqu'on les connaît, on va pouvoir, en tout cas lorsqu'on arrive à les mesurer, les identifier, on arrive du coup après les éviter ou alors à agir dessus. J'en viens aux actionneurs. Aujourd'hui, on a des actionneurs matures qui existent sur le marché, qui sont globalement passifs, avec des générateurs de tourbillons ou des Gurney flaps, plutôt installés sur les profils proches de l'emplanture, qui sont non portants, pour redonner de la portance à ces zones-là, des serrations pour diminuer le bruit. Donc tous ces actionneurs passifs sont intéressants, mais au final amènent de la traînée supplémentaire ou alors pire des fois de l'instationnarité, donc, alors qu'ils agissent des fois en permanence, alors qu'ils ne sont pas forcément nécessaires tout le temps. Donc d'où l'idée des actionneurs actifs. Les actionneurs actifs, aujourd'hui, il y en a très peu sur site, c'est plutôt en développement. Il y a ces deux exemples que j'ai mis, avec une éolienne de 4 mégawatts qui a testé des bords de fuite souples qui sont pilotés par la pression, ou alors des plasmas qui sont mis sur le bord d'attaque. L'intérêt ces actionneurs ont diverses efficacités. Je les classerais, moi, du pitch au bec de bord d'attaque ou au volet, qui sont plutôt efficaces mais lents, et les actionneurs plutôt fluidiques, plasma, microjets, qui sont plutôt moins efficaces mais plus rapides. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite faire. Dans le cadre de la ZAP, on s'est focalisé sur un capteur qui a été développé par Meragité, un capteur de décollement. On a essayé de caractériser sa réponse dans nos installations. On a développé des actionneurs add-on micro-G. Donc, l'objectif, c'était d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait les mettre sur site, ce qui n'est pas forcément une affaire simple. Et on a aussi développé des stratégies de contrôle à l'aide des micro-G et pas des pneus, parce qu'on n'a pas réussi encore à faire ça, mais au moins un effort de balance global. On a travaillé à deux types d'échelles, échelle 1 dixième, échelle 1. L'échelle 1 dixième, c'est une corde qui fait à peu près 10 cm. L'intérêt de ce banc, c'est de pouvoir travailler simplement et de manière assez rapide, en tout cas sur des durées très très longues. Donc, ce qui permet de tester des bouts d'asservissement, par exemple, avec des automaticiens. En plus, c'est une soufflerie qui est très simple à mettre en œuvre. Et pour laquelle on a installé une perturbation qui a été caractérisée dans ce projet. À l'échelle 1, je n'explique pas l'intérêt, c'est évident. C'est avant de mettre sur un site, faire au moins cette étape, pour moi, c'est un peu le minimum. On s'est attaché à scanner une pale d'éolienne à hauteur de mégawatts parce qu'on voulait installer ces capteurs sur cette pale. Et la forme, ça pilote aussi le gradient de pression, ça pilote la couche humide, donc il fallait qu'on soit au plus proche pour positionner les capteurs. Donc on a caractérisé l'aérodynamique et la réponse dynamique du capteur. Donc je passe au résultat. À l'échelle 1 dixième, donc je vous ai dit, on a une nouvelle perturbation qu'on a mis en place. Donc la perturbation dans cette soufflerie qui est plutôt académique, c'est une barre qui va aller couper l'air qui arrive dans la section test pour créer un déficit très fort de vitesse et dont l'axe de rotation est un peu excentré par rapport à la veine ici et qui va tourner à une fréquence que l'on peut piloter. Il y a l'écoulement derrière cette barre qui a été caractérisée dans ce papier, je ne vais pas revenir dessus, mais juste une chose qui était intéressante, c'est qu'on est arrivé à finalement avoir de la turbulence, en tout cas un déficit de vitesse très fort dans des temps très courts, des temps qui
que l'on peut ajuster, donc soit 10 secondes pour une rafale un peu standard, soit 1 seconde qui est en fait des choses qui permettent de représenter une rafale avec une échelle à pale réduite, une corde de 10 cm. Donc le côté intéressant, comme je disais, c'est qu'on avait un cisaillement moyen qui était superposé avec de la turbulence, des choses qui sont rarement faites dans les perturbations qui sont de type grille dynamique ou oscillation de la pale qui existe aussi, et ici des perturbations très très fortes qu'on va certainement customiser dans le cadre d'une ANR. On a regardé l'impact sur les charges aérodynamiques avec une pale qu'on avait et des charges, des mesures des efforts globaux, portance traînée, après avoir caractérisé l'importance de cette pale. Et en mesurant le vent incident, on est capable de déterminer finalement la portance statique que l'on est censé avoir, donc en noir et ici en vert, et celle que l'on mesure. Donc on voit les écarts importants qui montrent aussi finalement la méconnaissance que l'on a de l'instationnarité de l'aérodynamique lorsqu'on a une présence d'une perturbation, et qui sera analysée plus en détail avec des mesures plutôt locales ou spatio-temporelles. On a également regardé la dynamique d'un capteur hypenant à l'échelle réduite à l'aide de la PV rapide, et cette fois-ci la pale elle oscillait. Il n'y avait pas de perturbation en amont, mais la pale oscillait. Donc c'est un peu ce qui se produit quand on a un cisaillement en amont d'un rotor d'éolienne, un cisaillement de vent. Là, le penon, j'explique ici brièvement, ça c'est une image à l'échelle 1, on a une jauge de contrainte qui est reliée à une languette de silicone. Lorsque la languette de silicone va dans le sens inverse, on va avoir un signal de la jauge de contrainte qui va augmenter, et finalement proportionnellement par rapport au décollement qu'elle rencontre. À l'échelle de la pale, c'est plutôt une toile de spi qui est collée à une jauge, et pareil, ce mouvement est enregistré. Alors malheureusement, durant les essais, la PIV, donc qui était un plan laser perpendiculaire à la pale, même s'il était à côté, nous a cramé la jauge. Donc du coup, on a surtout travaillé sur le positionnement de la languette, qui était donné par les images de la PIV, que l'on voit, dont on voit les résultats ici, et les images de l'écoulement, les mesures de l'écoulement à l'aide de la PIV rapide, que l'on voit ici sur un demi-cycle de variation de l'angle d'incidence. Donc l'écoulement est un peu décollé jusqu'à complètement décollé. À partir de méthodes plus ou moins complexes, on arrive à extraire dans le temps finalement l'intensité du décollement, ou le moment également où est-ce qu'on va avoir un passage du décollement sur une position par ici jusqu'au bord d'attaque, qui est un passage très rapide que l'on observe ici à ces zones-là, et là le réattachement. Et en fait, pour conclure, hein, je vous renvoie à l'article, mais ce qu'on a observé dans ces essais, c'est que le hypenon était capable de détecter de manière aussi fiable que les techniques les plus évoluées qu'on a pu utiliser avec la mesure de l'écoulement. Donc c'est plutôt encourageant. Ensuite, on s'est attelé à essayer de réaliser des actionneurs micro-G sous forme d'add-on, qui a mené à un brevet, et on a réalisé des micro-G dans une pale, dans une configuration donnée, afin d'aller tester des algorithmes de contrôle avec des automaticiens, et c'est notamment Loïc Michel qui a fait ce travail. Nous, on a fourni l'actionneur, le capteur et la configuration de la pale pour laquelle on savait que ça fonctionnait, et il a réalisé toute la boucle d'asservissement. Je vous montre juste un résultat ici. Ici, c'est l'actionneur on-off des micro-G.
juste pour montrer la contradualité des micro-jets. Ensuite, il a imposé une référence et on a une mesure de l'écoulement qui suit cette référence. Donc, au final, il a réussi à être capable de suivre une consigne. On a aussi essayé ce que j'appelle le chopper, donc la perturbation de la petite soufflerie. Alors, cette perturbation est énorme et finalement la contrabilité n'était pas assez importante des micro-jets. Il faudrait rajouter des volets ou des choses comme ça. Mais l'algorithme a montré quand même qu'il était capable, après le passage de la rafale, d'être assez robuste pour revenir piloter la référence. Donc maintenant à l'échelle 1, donc on a allé scanner cette pale, on est allé chercher ce profil de pale sur le scan à 80% de la pale, qui ensuite a été fabriquée en collaboration avec Meragité et le CSTB, ensuite mis en veine avec des capteurs de pression, 78 capteurs de pression sur 2 couronnes. Et on a caractérisé du coup à l'aide de ces mesures l'aérodynamique, donc la portance stationnaire, et aussi comme ces capteurs pouvaient acquérir à des fréquences jusqu'à 500 Hz, de manière synchronisée, on a pu regarder aussi la stationarité et on a mis en évidence notamment un phénomène assez rigolo que l'on peut voir ici sur les signaux de pression. Si on prend un signal de pression au milieu sur chaque couronne, donc en bleu ici et en rouge ici, ce qu'on observe, c'est que lorsque le signal rouge est en haut, le signal bleu est en bas, et inversement, on a un switch, ce que j'appelle un switch. Quand le bleu il est en haut, le rouge est en bas. Et quand on regarde au niveau de la distribution de pression instantanée, on observe finalement que ça correspond à un basculement d'un point de décollement d'une position vers une autre. Donc on a finalement un déplacement stationnaire du point d'écollement avec une cohérence spatio-temporelle entre les 2 lignes de pression pour une gamme d'angles qui est assez restreinte, qui est aux alentours du maximum de portance. Et en dehors de cette gamme, cette cohérence disparaît, ou en tout cas elle est moins notable que ce qu'on voit là. Donc ça nous a aidé en particulier à caractériser la dynamique de notre capteur Hypenon. Ce capteur Hypenon, on a d'abord positionné deux lignes comme ça, de part et d'autre du centre. Il n'y avait pas ces capteurs-là au début, ils ont été ajoutés après. Donc en bleu, le capteur 1 jusqu'à 5, et en rouge, le capteur 1 jusqu'à 5, qui correspondent aux lignes de pression également, pour lesquelles on peut mesurer le point de décollement. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, celui qui donne je dirais l'amplitude de la réponse la plus importante et la plus significative, c'est ce capteur-là, et qui s'est très fortement corrélé aussi avec le point de décollement que l'on mesure avec ces lignes de pression. Donc du coup, ça nous conforte dans l'idée qu'avec un seul capteur en bord de fuite, on est capable de détecter la position du point de décollement et finalement les efforts associés. On a regardé là, donc je disais, la réponse dynamique en prenant un capteur de pression, donc là où on observait un switch, et qu'on compare au signal du penon sur le bord de fuite. Donc ici en gris, c'est moyenné sur 15 points. On voit qu'on a une réponse assez propre de la dynamique du capteur Hypenon sur ce phénomène assez brusque, qui montre la capacité du capteur Hypenon à répondre dynamiquement. On a également fait des rafales. Donc, c'est les séries que l'on voit ici, donc en bleu et en rouge, c'est la réaction de la pression à la paroi durant les séries de rafales. Et par endroit, on observe ce switch encore. Je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Hypenon, il suit, il répond à ce switch, donc à ce décollement, à chaque fois. Donc, il y a encore des analyses en cours à faire, mais c'est très encourageant. Les perspectives, c'est le projet IPARDAS qui est déjà bien engagé, où on a
finalement poser les capteurs sur le bord de fuite de la pale, les capteurs Hypenon, et on a instrumenté également l'éolienne pour avoir des informations sur pas mal de choses sur le fonctionnement de l'éolienne, un mât de mesure de 80 mètres avec 4 soniques à 4 hauteurs, et d'autres mesures qui vont nous permettre d'évaluer les capacités de ce capteur. On a aussi, dans le cas de l'ANR Momenta, on est en train de prolonger la customisation du vent dans la soufflerie du Léa, donc changer un petit peu cette pale de chopper, voilà, pour aller dans des directions un peu plus turbulence atmosphérique, notamment inverser le GUS qui était dans l'autre sens. Évidemment, quand on va faire ça, on va évaluer l'impact des perturbations sur le profil de pale, avec cette fois-ci des mesures plus locales que ce qu'on avait fait dans ce projet. Il y a également un travail qui est fait avec un numéricien du laboratoire, qui est Emmanuel Guimino, qui fait un jumeau numérique, voilà, un Mohamed, de la soufflerie du Léa. Et on est aussi capable de faire des mesures maintenant PV rapide, puisque les mesures que je vous ai montrées en PV rapide, c'était avec des instruments, enfin de la PIV louée. Alors, c'était pas très confortable. Maintenant, on va pouvoir s'atteler à caractériser un peu plus l'écoulement spatio-temporellement. Donc, pour résumer, là, j'ai fait juste quelque chose qui résume un petit peu tout ce que l'on fait. Donc, on cherche à caractériser la dynamique instationnaire des pales éoliennes, donc une meilleure compréhension, c'est sûr. Et finalement, les capteurs, le développement de capteurs et d'actionneurs nous aide aussi dans cette caractérisation. On a des outils en soufflerie avec des perturbations assez originales. On a des liens avec avec Valemo et Valorem notamment pour installer ces capteurs sur site. On collabore beaucoup avec eux maintenant pour compléter peut-être des instrumentations qu'ils n'auraient pas. Et on fait aussi beaucoup de simulations que je n'ai pas beaucoup montré ici, mais donc, qui nous aident également dans tout ce qu'on fait dans les autres outils. Voilà, je voulais juste rappeler tous ces noms qui nous ont aidés qui m'ont aidé à faire toute cette recherche, parce que on n'est jamais vraiment seul en recherche. Voilà. Et les soutiens financiers, notamment les tests chiffres. Très bon, très bien. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. Merci Caroline pour cette présentation claire et bien complète. On a des questions qui sont arrivées, donc je vais pouvoir partager mon écran. Voilà, donc une première question pour toi. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des différents types d'actionneurs, microjets, volets, etc. Et c'est une question couplée avec la suite qui est: pourquoi avoir choisi des microjets en premier lieu? Alors, j'ai un peu dit, je vais le redire. L'avantage par exemple, du pitch, c'est que c'est très efficace. Voilà, on tourne la pale, voilà, c'est efficace, mais ça reste global. On va tourner la pale. Bon, voilà, si par exemple il y a un décollement sur un petit bout de pale, ben, tourner le pitch, ça va pas aider. Donc il y a des choses plus locales qui existent, comme des volets ou des becs de bord d'attaque, qui sont du coup un petit peu plus rapides que le pitch et aussi plus efficaces que des microjets, mais bon, avec des mécanismes peut-être un peu plus lourds à mettre en œuvre et voilà, un peu plus lents que les systèmes fluidiques. Les systèmes fluidiques, l'intérêt c'est qu'on le met un peu où on veut et que ça agit localement. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur les micro-G? C'est plutôt historique par rapport à ma recherche. J'ai travaillé dessus
déjà avant, mais c'est vrai que c'est aussi dans l'idée qu'on contrôlerait la turbulence et que la turbulence, elle est spatialement, elle est spatio-temporelle. Donc, il faut distribuer finalement cet actionnement et que la meilleure manière de faire, c'est de faire des distributions de ce type-là. À mon sens, il faudrait coupler cette action, ces actions plutôt globales de pitch avec des actions plutôt locales, micro-G ou volé. Enfin, c'est pas forcément, je dirais, décidé. Aujourd'hui, il faudrait trouver surtout un objectif de contrôle sur l'écoulement et notamment sur les caractérisations d'écoulement qu'on a fait. Par exemple, sur les switches là qu'on voit, les volets ils serviront pas à grand chose. Hein. C'est trop gros et peut-être pas assez rapide. Donc il faudrait plutôt des micro-G aux endroits juste avant le décollement. Du coup, aussi au niveau de l'emplacement, les volets ils seront pas très utiles. Enfin voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Ok, merci. Et j'aurais peut-être une question complémentaire avec ça ou plutôt une précision à te demander. Tu parles de rapidité d'une solution par rapport à une autre. On est dans quelle échelle de temps là sur les réactions à rafale des Les différentes réactions. solutions? Du mouvement par pitch, du mouvement par volet, du mouvement Ah, par d'accord. micro-jet. Le pitch, je connais pas exactement, mais il me semble que c'est plutôt plusieurs dizaines de secondes, quelque chose comme ça. Mhm. Et les actionneurs microfluidiques, c'est plutôt les kilohertz. Les plasmas, non, c'est plutôt, ça va jusqu'au kilohertz, mais c'est plutôt des centaines de hertz. Et les plasmas, c'est plutôt ça va dizaines de kilohertz. C'est D'accord, Il très est bien. volé, ça dépend de la mécanique, ça dépend du système qu'on fait, mais c'est entre les deux. Et les volets, ça sera entre les deux. On voit qu'on ne traite pas le même problème, en tout cas au niveau Non, passion d'échelle de temps. Et une autre question, donc, comment se passerait l'installation euh, des microjets sur une éolienne en service? Y a-t-il du matériel à installer dans la nacelle en plus des pales? Donc, en fait, oui, oui, parce qu'il faut fournir de l'énergie, fournir de l'air comprimé. Donc ça n'a pas encore été réfléchi. Enfin, si on s'est donné quelques idées. Si vous regardez les brevets qui existent, il y en a qui utilisent tout simplement la rotation de la pale. On pourrait aussi imaginer mettre des compresseurs dans la nacelle, mais évidemment, il y a tout le côté euh, plomberie, entre guillemets, qui s'ajoute. Voilà, c'est à peu ok, près ça. ok, merci. Euh, je, je vois qu'il y a une remarque de Marc Rapin qui dit qu'il y a déjà eu des simus avec des flaps qui montraient que cela ne pouvait pas remplacer le pitch et qu'ici l'action ne se résume pas à la performance, il y a aussi la réduction de charge comme objectif. Oui, tout à fait. Euh, Complètement d'accord. Mhm. Euh, les trois objectifs, c'est réduction de l'énergie, réduction des fluctuations de charge et du coût. Euh, donc évidemment, plus on agit localement et plus on agit plutôt sur les charges locales et plus c'est rapide, du coup c'est plus sur les fluctuations de charge. Oui, oui, Ok, je sais pas donc quoi, je suis d'accord. il y a une question associée derrière, c'est et donc quelle est la consommation de ces jets et surtout s'ils sont distribués sur la pale, est-ce qu'on a une idée? Non, j'en suis pas à cette question-là. Je pense que je vais revenir un peu en arrière dans le cadre de mes recherches, plutôt partir sur le pitch et ensuite regarder comment le G peut améliorer les fluctuations. Mais le problème de cette question d'énergie, c'est qu'il faut prendre le problème dans sa globalité et que les outils ne sont pas là aujourd'hui pour prendre le problème dans sa globalité. Euh, Il y a, il y a, il y a pas d'outils qui permettent de simuler les G, l'action des G sur les pales aujourd'hui. Il y a des petits outils qui existent
les BM qui sont modifiés pour prendre en compte les volets ou prendre en compte les VG, les VG, les vortex générateurs, mais pas avec les actionneurs fluidiques. Du coup, on a un petit peu en manque d'outils pour évaluer ça, à mon sens. Ok. Alors, une autre question. Est-ce que vous avez des perspectives de test sur une pale offshore, en offshore? Maintenant, j'aimerais bien. Non, là, on est sur de l'onshore, mais Mhm. ça serait chouette. Donc, la première étape, d'abord, c'est de déployer une des solutions en onshore, c'est ça? Qui est en cours. Oui, parce que ça bouge pas, c'est plus facile. Et Mhm. qu'intervenir sur les pales en offshore, voilà. On a installé les penons avec les cordistes. Donc, je sais que ça se fait aussi en mer, mais bon, évidemment, tout est plus compliqué pour aller faire des choses sur pale en mer, mais ça serait super intéressant. Ok, très bien. Alors, je pense qu'au niveau questions posées par le public, on en a terminé. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou par rapport aux perspectives ou aux projets qui sont en cours, c'est quoi les grandes étapes à suivre du point de vue calendrier? Bon, il y a déjà deux projets nationaux en cours, donc Paradise et l'ANR Momenta, deux qui terminent en 2023-2024, par là. Ok. On va générer pas mal de données qui, normalement, Valemo a donné son accord pour qu'elles soient partagées. Donc, c'est aussi une chose importante pour nous, les académiciens. On va pouvoir interagir avec d'autres chercheurs là-dessus. Ce sera très intéressant. Voilà. Ok, merci. Merci pour ta présentation. Euh, je vais en profiter pour vous dire que la vidéo sera disponible et que sur notre site internet WIMEC, donc il y a aussi des liens vers le projet ASAP. Sont descriptifs, les détails des résultats et les liens vers les publications associées qui ont pu être développées durant le projet. Et pour remercier Caroline pour sa participation. Et ce, avant de vous présenter donc, le prochain webinaire WIMEC qui aura lieu donc, le mois prochain, qui sera dédié au projet Colfaut, donc, qui traite du sujet de la modélisation et de la simulation euh, de collision d'objets flottants qui va au-delà de l'état de l'art aujourd'hui des outils analytiques qui traitent seulement des collisions bateau-bateau ou encore bateau avec des plateformes fixes. Euh, donc ce projet Colfaut donc, est porté par l'ICAM et le porteur de projet est Hervé Le Sourne, et qui est donc un projet international WIMEC en collaboration avec l'Université de Liège et aussi le NTNU, les entreprises Ideol et Bureau Veritas, et notamment aussi la collaboration du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, ça sera notre premier webinaire en langue anglaise de par sa nature projet internationaux. Donc, ça sera l'occasion aux porteurs de projets, donc, comme vient de le faire Caroline, de nous présenter ses projets, ce qui a été développé, ses principaux résultats et ses perspectives de recherche. Donc, je vous invite à noter ça dans votre agenda pour le 24 février à la même heure à 5 heures. Et, les inscriptions seront bientôt disponibles. Je regarde si on n'a pas eu d'autres questions entre-temps. Ah oui, je vois ici qu'on a le lien pour s'inscrire au prochain webinaire qui est disponible dans la messagerie. Et j'en viens à la conclusion. Donc, comme je vous disais, vous allez recevoir par mail, donc, pour tous les inscrits dans quelques jours, un lien vers la synthèse de ce webinaire d'aujourd'hui et l'enregistrement de la vidéo. N'hésitez pas à distribuer à des collègues si vous avez trouvé des intérêts et des envies de collaboration donc, avec ici l'équipe de Léa et Caroline. On vous encourage, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter WIMEX. Ça vous permet de ne pas manquer les actualités et
au niveau de WIMEC, que ce soit diffusion de webinaires, opportunités d'appel à projet, mais aussi des actualités plus largement sur les EMR. Donc, allez directement sur notre site où vous trouvez le lien et vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux pour l'ensemble de ces actualités, que ce soit le compte Twitter, le compte LinkedIn ou encore notre chaîne YouTube WIMEC, où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces présentations webinaires, projets de recherche, présentations de l'écosystème WIMEC ou encore des appels à projets. J'en profite pour vous dire aux porteurs de projets académiques que nos 2 appels à projets recherche et appel à projet matériel, vont ouvrir et seront ouverts jusqu'au 1er mars si vous avez des projets à déposer. Donc, on vous invite à retrouver ces informations sur notre site dans la rubrique appel à projet. Et puis, je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire.